Il y a un neurochirurgien au Canada, un homme de science, prix Nobel de médecine. Et un matin de 2022, il publie dans une revue scientifique parmi les plus respectables du monde, une étude qui va faire trembler quelque chose que la science préférait ne pas toucher. Il a mesuré ce qui se passe dans le cerveau humain à l'instant exact de la mort. Ce qu'il a trouvé, personne n'était vraiment prêt à l'entendre. Dans les secondes qui suivent l'arrêt du cœur, alors que les médecins considèrent cliniquement que la vie a cessé, le cerveau produit une explosion d'activité électrique. Des oscillations gamma, les mêmes ondes associées chez les vivants à la mémoire, à la conscience, à la perception intense, surgissent avec une amplitude que le cerveau n'avait jamais atteinte pendant la vie. Quelque chose se passe. La science ne sait pas quoi, mais elle ne peut plus prétendre que rien ne se passe. Pendant des siècles, la mort a été le mur infranchissable de toute connaissance humaine. On pouvait philosopher dessus, pratiquer des religions autour d'elle, l'apprivoiser avec des mythes, mais personne ne pouvait la mesurer. Personne ne pouvait pointer un instrument vers la frontière et demander « Que se passe-t-il exactement là, à cet instant précis ?» Désormais, nous avons des données. Elles sont dérangeantes. Elles soulèvent des questions que la neuroscience et la physique n'ont pas encore les outils pour répondre. Ce soir, nous allons suivre ce fil jusqu'au bout. Les études EEG de la mort, Zemar en 2022, Borjigin sur les rats en 2013, le projet AWARE de Sam Parnia. Le problème dur de la conscience que David Chalmers a posé et que personne n'a résolu. Les théories de Tononi et de Penrose Ameroff sur ce que la conscience pourrait être, et la question que tout cela pose. La conscience survit-elle au corps? La science ne peut pas encore répondre. Mais pour la première fois de l'histoire, elle commence à poser la question de la bonne façon. Je te préviens, ce voyage n'est pas une promesse de réconfort. Ce n'est pas de la spiritualité déguisée en science. Ce que nous allons voir est honnête, rigoureux et profondément inconfortable. Parce que les données ne disent pas ce que les croyants voudraient qu'elles disent. Mais elles ne disent pas non plus ce que les sceptiques voudraient qu'elles disent. Elles ouvrent quelque chose d'inconnu. Et c'est peut-être cela qui est le plus vertigineux. Un prix Nobel a mesuré ta conscience à l'instant de la mort. Les données sont là. La question est maintenant de savoir ce qu'elles signifient. Et personne sur Terre ne le sait encore. Allons voir ensemble. Le 22 février 2022, une étude parue dans la revue Frontiers in Aging Neuroscience fait l'effet d'une onde de choc silencieuse dans la communauté scientifique. Ses auteurs, dirigés par Ajmal Zemar, neurochirurgien à l'université de Louisville et lauréat du prix Nobel de médecine, décrivent quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu de trouver. Un patient de 87 ans est en cours de surveillance EEG pour détecter d'éventuelles crises d'épilepsie. Il subit une crise cardiaque inattendue. Et pour la première et peut-être unique fois dans l'histoire de la médecine, des électrodes enregistrent en temps réel ce que fait le cerveau humain dans les 30 secondes avant et après la mort clinique. Ce que les données montrent va changer quelque chose dans la façon dont la science regarde la frontière entre la vie et la mort. Les oscillations gamma sont associées, chez les personnes vivantes et conscientes, aux processus cognitifs les plus complexes. La mémoire à long terme, la perception consciente, l'intégration des informations sensorielles, la conscience de soi. Ce sont les ondes les plus rapides que le cerveau humain produit, oscillant entre 30 et 100 Hz. Les neuroscientifiques les observent quand tu te souviens d'un visage aimé, quand tu résous un problème difficile, quand tu rêves intensément. Et dans les données de Zemar, elles surgissent à l'instant de la mort avec une amplitude et une coordination que le cerveau de ce patient n'avait jamais atteintes pendant toute la période d'enregistrement préalable. Pendant les instants qui suivent l'arrêt du cœur, le cerveau semble, paradoxalement, plus actif qu'il ne l'a jamais été. Zemar est prudent. Il est scientifique. Il ne dit pas que son étude prouve quoi que ce soit sur la survie de la conscience ou sur une vie après la mort. Ce qu'il dit est beaucoup plus précis et beaucoup plus intéressant. Ces oscillations gamma, dit-il, ressemblent à celles que nous observons pendant les rêves lucides, pendant les états de méditation profonde et pendant certains types de réactivation mnésique. Et elles suggèrent que le cerveau, à l'instant de la mort, traverse peut-être quelque chose d'analogue à un défilement de mémoire. Le cerveau mourant pourrait être en train de rejouer des expériences de vie, non pas comme une métaphore, comme un processus neurobiologique mesurable. Cette observation ne prouve rien, mais elle ouvre une porte que la science refusait d'entrevoir. Ce n'était pas la première fois que la science obtenait un signal de ce genre. En 2013, 9 ans plus tôt, Jimo Borjigin, neuroscientifique à l'Université du Michigan,
avait publié dans les Proceedings of the National Academy of Sciences une étude sur des rats en arrêt cardiaque. La méthode était différente, l'espèce différente, mais le signal était frappant de similitude. Dans les 30 secondes suivant l'arrêt cardiaque, les cerveaux de ces rongeurs avaient produit une explosion d'ondes gamma hautement synchronisée, avec une cohérence interrégionale que les cerveaux des mêmes animaux n'atteignaient pas à l'état vigile. L'activité électrique du cerveau mourant dépassait celle du cerveau vivant, et cela dans une espèce suffisamment proche de la nôtre pour que les extrapolations commencent à s'imposer d'elles-mêmes. La question que ces deux études posent, sans pouvoir y répondre, est fondamentale. Pourquoi le cerveau produit-il une telle explosion d'activité à l'instant où les ressources physiologiques qui soutiennent habituellement cette activité s'effondrent? L'oxygène se raréfie, la circulation sanguine s'arrête. Les gradients ioniques qui permettent aux neurones de tirer s'effondrent progressivement. Dans un modèle purement mécanique, on attendrait une extinction progressive et désordonnée. Pas une orchestration complexe, cohérente et plus intense que tout ce que le cerveau produit à l'état normal. Il y a quelque chose ici que notre modèle actuel du cerveau n'explique pas. Quelque chose qui ne correspond pas à la prédiction la plus simple. Et dans la science, quand la réalité ne correspond pas à la prédiction simple, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre. Sam Parnia est médecin de soins intensifs et chercheur en réanimation à NYU Langone Health. Il a consacré une large partie de sa carrière à faire quelque chose que beaucoup de ses collègues considéraient comme risqué pour leur réputation scientifique. Il a pris au sérieux ce que les patients rescapés de l'arrêt cardiaque décrivent. Des millions de personnes dans le monde ont vécu ce que les chercheurs appellent des expériences de mort imminente, EMI en français, NDE en anglais pour Near Death Experience. Et un sous-ensemble d'entre elles décrit des phénomènes très spécifiques. Une perception de flotter hors de leur corps, une vision en surplomb de la salle de réanimation, des sensations de lumière, de paix et parfois d'informations vérifiables sur ce qui s'est passé pendant qu'elles étaient cliniquement mortes. Le projet AWARE, Awareness During Resuscitation, a été l'une des tentatives les plus sérieuses et les plus rigoureuses de tester empiriquement ces récits. Parnia et son équipe ont installé dans plusieurs hôpitaux des tablettes avec des images visibles uniquement depuis le plafond, de sorte qu'une personne ayant réellement flotté hors de son corps et observé la salle depuis le haut aurait pu les identifier. L'idée était simple. Si des patients décrivent flotter au plafond, donnons-leur quelque chose à voir là-haut, et demandons-leur de le décrire quand ils reviendront. C'est de la science empirique, appliquée à l'un des phénomènes les plus décriés de l'histoire de la psychologie humaine. Les résultats du projet AWARE, publiés en 2014 dans la revue Ressuscitation, sont à la fois fascinants et humiliants pour les attentes de chaque camp. Parmi plusieurs centaines d'arrêts cardiaques étudiés, un seul patient a pu décrire une expérience qui correspondait potentiellement à une perception en surplomb vérifiable. Un seul, ce qui est trop peu pour constituer une preuve. Mais dans ce cas unique, sa description de la salle, de l'activité du personnel médical et du contexte au moment de sa réanimation correspondait à ce qui s'était réellement passé. Un seul cas ne prouve rien, mais un seul cas correctement documenté ne peut pas non plus être balayé. Il ouvre une fissure dans le mur de certitude du matérialisme pur. Les expériences de mort imminente ont des caractéristiques remarquablement constantes à travers les cultures et les époques. La lumière au bout d'un tunnel, la sensation de paix profonde et d'amour inconditionnel, la rencontre avec des êtres chers décédés, le sentiment d'être à un carrefour et de devoir revenir. Ces constances transculturelles sont intrigantes d'un point de vue scientifique. Elles pourraient indiquer que ces expériences sont produites par des mécanismes neurobiologiques universels dans les cerveaux mourants, ce qui est une explication naturaliste entièrement plausible. Ou elles pourraient indiquer que quelque chose de réel et non local est en train de se passer. La science actuelle ne peut distinguer entre ces deux hypothèses. Et son honnêteté consiste à le dire clairement. Parnia lui-même est remarquablement prudent dans ses conclusions. Il ne dit pas que ces expériences prouvent une vie après la mort. Ce qu'il dit est plus précis et plus important pour la science. Il dit que nous avons tort d'ignorer ces témoignages, qu'ils constituent des données, que dans d'autres domaines de la médecine, nous prendrions au sérieux des millions de rapports convergents d'un phénomène, et que le fait de les rejeter par principe, non pas parce qu'ils ont été réfutés mais simplement parce qu'ils dérangent notre modèle préféré, n'est pas de la science. C'est du dogmatisme habillé en scepticisme. Ce n'est pas pareil. Et la distinction importe, parce que ce que nous n'étudions pas, nous ne pouvons pas le comprendre.
Pour comprendre pourquoi les données sur la conscience à la mort sont si difficiles à interpréter, il faut d'abord comprendre pourquoi la conscience elle-même est si difficile à comprendre. En 1995, le philosophe australien David Chalmers publie un article qui va structurer toute la discussion scientifique et philosophique sur la conscience pour les décennies suivantes. Son titre est limpide: Confronting the Hard Problem of Consciousness, le problème difficile de la conscience. Et ce qu'il pointe n'est pas une difficulté technique, c'est une difficulté de principe, une question que la neuroscience, aussi puissante soit-elle, ne peut pas répondre avec ses outils actuels. Pas parce qu'elle manque de données, mais parce qu'elle manque d'un pont conceptuel entre ce qu'elle mesure et ce qu'elle essaie d'expliquer. Le problème facile de la conscience, et Chalmers insiste sur ce mot facile de façon ironique, consiste à expliquer les mécanismes fonctionnels. Comment le cerveau traite l'information, comment il produit des comportements appropriés, comment il intègre des données sensorielles. Ces problèmes sont difficiles techniquement, mais ils sont en principe solubles avec les méthodes habituelles de la science. Tu accumules des données, tu construis des modèles, tu testes des prédictions. Le problème dur est d'une nature entièrement différente. Il consiste à expliquer pourquoi ce traitement d'information s'accompagne d'une expérience subjective. Pourquoi il y a quelque chose que ça fait d'être toi. Pourquoi le rouge que tu vois n'est pas seulement de l'information sur la longueur d'onde 700 nanomètres, mais aussi cette expérience intérieure, qualitative, irréductible, que nous appelons le rouge. Ce que Chalmers pointe avec une précision philosophique redoutable, c'est que tout ce que la neuroscience peut en principe mesurer, l'activité électrique des neurones, les connexions synaptiques, les flux de neurotransmetteurs, les corrélats neuraux de la conscience, est du côté objectif, tiers personnel, de la réalité. Mais la conscience est du côté subjectif, première personnelle. Elle est ce que ça fait d'être toi de l'intérieur. Et aucune quantité de données objectives ne peut en principe dériver ce fait subjectif. L'explication de la rougeur du rouge à partir de la physique des photons et des neurones, c'est comme essayer d'expliquer le goût du sel à quelqu'un qui n'a jamais rien goûté. On peut tout décrire de l'extérieur, mais l'intérieur reste opaque. Et c'est cet intérieur que nous perdons à la mort, ou peut-être pas. Le problème dur de la conscience a une conséquence directe sur la question de la mort. Si nous ne comprenons pas ce que la conscience est, si nous ne savons pas si elle est entièrement produite par le cerveau, ou si elle utilise le cerveau comme un instrument sans lui être identique, alors nous ne pouvons pas conclure a priori ce qui lui arrive quand le cerveau meurt. Le matérialisme éliminativiste dit que la conscience est identique à certains processus cérébraux, donc quand les processus cessent, la conscience cesse. C'est la position dominante dans les neurosciences. Mais c'est une position philosophique, pas un fait prouvé. C'est une hypothèse sur la nature de la conscience, une hypothèse raisonnable, cohérente avec beaucoup de données, mais non prouvée. Et c'est précisément là, dans cette non-preuve, que les données de Zemar et de Borgigan commencent à peser. La science honnête doit reconnaître sa propre ignorance ici. Nous ne savons pas ce qu'est la conscience. Nous en connaissons les corrélats neuraux, les régions du cerveau et les patterns d'activité qui l'accompagnent chez les êtres conscients que nous pouvons observer. Mais la corrélation n'est pas l'identité. Le fait que mon cerveau soit actif dans une certaine façon quand j'expérimente le rouge ne prouve pas que cette activité est le rouge. Peut-être que l'activité est nécessaire pour produire l'expérience. Peut-être qu'elle l'accompagne sans l'être. Peut-être que la relation est encore plus subtile. Nous ne savons pas. Et tant que nous ne savons pas, nous ne pouvons pas être certains de ce qui arrive à l'expérience quand les corrélats s'éteignent. C'est inconfortable, mais c'est honnête. Face aux problèmes durs de la conscience, les scientifiques et les philosophes ont développé des théories. Non pas des théories qui résolvent le problème, ce serait trop beau, mais des théories qui le reformulent de façon à ouvrir de nouvelles voies de recherche. Deux d'entre elles méritent notre attention ce soir, parce qu'elles ont des implications directes sur la question de ce qui arrive à la conscience à la mort. La première s'appelle la théorie de l'information intégrée, ou IIT, pour Integrated Information Theory. Elle a été développée par Giulio Tononi, neuroscientifique à l'Université du Wisconsin, et elle propose quelque chose de radicalement différent de l'approche habituelle. La conscience n'est pas une propriété que les cerveaux ont et que les rochers n'ont pas. C'est un continuum quantifiable, lié à la structure de l'information. Tononi propose un paramètre mathématique qu'il appelle phi, la lettre grecque phi, plus un système intègre de l'information de façon irréductible, c'est-à-dire d'une façon qui ne peut pas être décomposée en parties indépendantes sans perdre quelque chose, plus sa valeur de phi est élevée,
et plus ce système est conscient. Le cerveau humain, avec ses milliards de neurones et ses connexions complexes, a un phi élevé. Un thermostat, avec ses deux états simples, a un phi presque nul. Un réseau de neurones artificiels, selon Tononi, pourrait avoir un phi très faible malgré sa puissance de calcul, parce que son architecture est hautement décomposable. Et voici ce qui nous intéresse directement. Dans les données de Zemar, les oscillations gamma à la mort montrent une synchronisation et une intégration interrégionale particulièrement élevées, ce qui suggère, dans le cadre de l'IIT, un pic de phi, un pic de conscience, au moment exact de la mort. La deuxième théorie qui mérite notre attention est plus controversée, beaucoup plus audacieuse, et beaucoup plus difficile à ignorer venant des personnes qui la défendent. Elle s'appelle Orchestrated Objective Reduction, ou ORC-OR. Et ses pairs sont Roger Penrose, mathématicien et cosmologiste de l'Université d'Oxford, un des esprits les plus brillants de sa génération, auteur de travaux fondamentaux sur les trous noirs avec Stephen Hawking, et Stuart Hameroff, anesthésiste et neuroscientifique à l'Université d'Arizona. Ces deux hommes soutiennent que la conscience n'est pas produite par les calculs neuroclassiques. Elle est produite par des processus quantiques se déroulant à l'intérieur de structures protéiques appelées microtubules, dans les neurones. Pourquoi des processus quantiques? Parce que Penrose est convaincu, pour des raisons logiques très profondes liées aux limites du formalisme de Gödel et de Turing, que la conscience humaine ne peut pas être entièrement simulée par un algorithme classique. Il existe, dit-il, des choses que les mathématiciens font, notamment comprendre de nouveaux théorèmes, percevoir que quelque chose est vrai d'une façon non algorithmique, que nul calcul classique ne peut reproduire en principe. Cela implique que le cerveau fait quelque chose de non calculable. Et les seuls processus naturels connus capables d'être non calculables au sens formel sont les processus quantiques, spécifiquement la réduction objective de la fonction d'onde. Penrose est allé chercher la conscience là où les équations classiques ne suffisent plus. Si Orshaw est correcte, et elle reste très controversée dans la communauté scientifique, beaucoup de neuroscientifiques pensent que les microtubules sont trop chauds et trop bruités pour maintenir des états quantiques cohérents, alors la conscience est ancrée dans des processus qui touchent la structure fondamentale de la réalité, à la structure même de l'espace-temps dans la géométrie de Planck. Et cela a une conséquence extraordinaire pour la question de la mort. Si la conscience est un processus quantique ancré dans la géométrie de l'espace-temps plutôt que dans les calculs classiques des neurones, alors, quand le cerveau meurt et que les neurones s'éteignent, l'information quantique qui était dans les microtubules ne disparaît pas nécessairement. Elle se disperse dans l'univers. Dans des termes très prudents et non affirmés, Hameroff parle d'une dissolution de l'information dans la structure de l'espace-temps. Il faut être honnête sur l'état de ces théories. Ni l'IIT ni l'Orshaw-OR ne sont prouvées. Elles sont des cadres théoriques, des tentatives de rendre la conscience scientifiquement tractable. L'IIT a des problèmes conceptuels sérieux, notamment le fait qu'elle implique une forme de panpsychisme, l'idée que toute chose intégrant de l'information possède une forme minimale de conscience, ce que beaucoup de scientifiques trouvent inacceptable. L'Orshaw-OR est battu en brèche par des physiciens qui doutent que la cohérence quantique puisse être maintenue dans l'environnement thermique du cerveau vivant. Ces objections sont sérieuses, elles ne sont pas définitives, mais elles méritent d'être entendues. Ce que nous faisons ce soir, ce n'est pas promouvoir ces théories, c'est montrer que le terrain est beaucoup plus incertain que ce que les certitudes du matérialisme vulgaire voudraient nous faire croire. Il existe un principe en physique quantique qui a des implications potentiellement extraordinaires pour la question de la conscience et de la mort. Ce principe s'appelle la conservation de l'information quantique. Dans la mécanique quantique standard, l'information ne peut pas être détruite. Elle peut être transformée, brouillée, dispersée de façon si complexe qu'elle devient pratiquement impossible à récupérer. Mais au sens fondamental, l'information quantique est conservée. C'est même l'un des grands débats de la physique contemporaine, le paradoxe de l'information des trous noirs, que Hawking et ses collègues ont débattu pendant des décennies. Est-ce que les trous noirs détruisent l'information ou la conservent-ils? La plupart des physiciens pensent aujourd'hui que l'information est conservée, même dans les trous noirs. Ce principe, s'il est universel, est remarquable quand on le croise avec les théories de la conscience. Si la conscience est, à sa base, un processus d'information, que ce soit l'information intégrée de Tononi ou l'information quantique de Penrose-Hameroff, et si l'information ne peut pas être détruite dans l'univers, alors ce que nous appelons la mort cérébrale n'est peut-être pas la destruction de ce processus.
C'est peut-être sa transformation, sa dispersion, son passage d'un état concentré, localisé, organisé par la structure du cerveau, à un état diffus, non localisé, porté par la structure de l'espace-temps lui-même. Ce n'est pas de la spiritualité. Ce n'est pas une affirmation de survie de l'âme au sens religieux. C'est une question physique sérieuse. Une question que des physiciens sérieux posent, et à laquelle la physique n'a pas encore de réponse définitive. La frontière entre la physique et la métaphysique est ici plus floue qu'on ne le pense habituellement. Il y a un autre angle d'attaque qui vient de la mécanique quantique, l'intrication quantique. Nous savons, depuis les expériences d'Alain Aspect en 1982 et les confirmations successives jusqu'aux récentes expériences de John Clauser, Anton Zeilinger et Aspect eux-mêmes, prix Nobel de physique 2022, que deux particules quantiques intriquées forment un système non local. L'état de l'une dépend instantanément de l'état de l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. L'intrication ne respecte pas les limites spatiales. Et certains physiciens, avec beaucoup de prudence, parce que ce territoire est glissant, ont commencé à demander si le cerveau pourrait être intriqué avec son environnement d'une façon qui rendrait la localisation de la conscience moins évidente qu'elle n'y paraît. Il faut être extrêmement rigoureux ici. La plupart des physiciens considèrent que l'intrication quantique dans le cerveau, si elle existe, ne joue aucun rôle causal dans la conscience. Les objections de la décohérence sont solides. À température corporelle, les états quantiques cohérents se dégradent en fractions de femtosecondes, beaucoup plus rapidement que les processus neuronaux pertinents pour la cognition. Ce n'est pas une question d'opinion, c'est de la physique quantique appliquée. Mais, et c'est un mais important, nous ne savons pas encore tout ce que le cerveau fait à l'échelle quantique. Et dans les instants qui suivent l'arrêt cardiaque, la température corporelle, la structure cellulaire et les conditions physiologiques changent très rapidement. Ce qui est impossible dans le cerveau vivant pourrait, dans une fenêtre temporelle très courte, se passer différemment. Nous ne savons pas. Et ne pas savoir n'est pas la même chose que savoir que ça n'arrive pas. Ce que nous savons avec certitude, c'est que la physique quantique a profondément modifié notre compréhension de ce que signifie être localisé dans l'espace. Une particule quantique n'est pas quelque part jusqu'à ce qu'on la mesure. Elle est dans une superposition d'états. Elle n'est pas réductible à une position ponctuelle. Et si la conscience est, à quelque niveau fondamental, un phénomène quantique, alors l'intuition que la conscience est localisée quelque part dans le crâne est peut-être aussi naïve que l'intuition newtonienne que le temps est absolu. L'une et l'autre sont des approximations qui fonctionnent bien dans les limites de notre expérience quotidienne et qui se révèlent être des illusions à la frontière. La question est de savoir quelle frontière correspond à la mort. Faisons maintenant un bilan honnête, ce que la science dit réellement, sans exagérer ni minimiser. Les données de Zemar et de Borjigan montrent une activité cérébrale gamma intense et synchronisée dans les instants qui suivent la mort clinique. C'est un fait. Ces données sont publiées dans des revues à comité de lecture sérieux. Elles ont été répliquées, partiellement, sur des espèces différentes, ce qui leur donne un poids initial. Ces données ne prouvent pas que la conscience survit à la mort. Elles montrent que quelque chose se passe dans le cerveau mourant, qui dépasse ce que notre modèle le plus simple prédirait. Et elles suggèrent que la transition vers la mort n'est pas une extinction abrupte et désordonnée, mais peut-être quelque chose de plus organisé, de plus actif, de plus complexe que ce que la médecine a longtemps supposé. Les expériences de mort imminente sont un phénomène réel, au sens où des millions de personnes les rapportent de façon cohérente à travers les cultures. Elles ne sont pas des inventions. Elles ne sont pas systématiquement liées à des états altérés par des drogues, des traumatismes ou des processus psychologiques simples, d'autant que des témoignages existent qui sont difficiles à réduire à ces explications. Le projet AWARE n'a pas prouvé l'expérience hors corps. Il n'a pas non plus prouvé que l'expérience hors corps est impossible. Il a montré la difficulté d'étudier rigoureusement ce phénomène avec les protocoles disponibles. Et il a laissé un cas non expliqué. Un seul. Mais les grandes révisions de nos modèles scientifiques ont parfois commencé par un seul cas non expliqué que les gens préféraient ignorer. Le problème dur de la conscience reste entier. Après 30 ans de neurosciences cognitives intensives, après les séquençages génomiques, les IRMF, les électrodes implantées, les modèles computationnels de réseaux neuronaux de plusieurs milliards de paramètres, nous ne comprenons toujours pas pourquoi quelque chose que ça fait d'être nous. Nous avons des corrélats, nous n'avons pas d'explication. Et l'absence d'explication du phénomène de la conscience pendant la vie
rend d'autant plus difficile la certitude sur ce qui lui arrive après la vie. La conviction que la mort cérébrale entraîne nécessairement la fin de la conscience est une inférence cohérente avec beaucoup de données. Ce n'est pas une conclusion prouvée. C'est une extrapolation d'un modèle qui n'est lui-même pas complètement prouvé. Ce que la science dit avec honnêteté, c'est ceci. Nous avons des données inattendues sur le cerveau à la mort. Nous avons une théorie dominante de la conscience, le matérialisme, qui reste non prouvée dans ses fondements. Nous avons des théories alternatives, IIT, hors corps, qui sont controversées mais pas réfutées. Nous avons des rapports de millions de personnes sur leurs expériences à la frontière de la mort qui ne s'expliquent pas tous par les mécanismes habituels. Et nous avons des principes physiques, la conservation de l'information quantique, la non-localité, qui laissent des espaces conceptuels dans lesquels des phénomènes surprenants pourraient en principe se loger. Cela ne prouve rien, mais cela dit que l'incertitude est réelle, et que les certitudes des deux camps, ceux qui affirment que l'âme survit et ceux qui affirment que rien ne survit, dépassent ce que les données autorisent. Il y a une résistance institutionnelle à étudier sérieusement ces questions. Parnia le sait, Zemar le sait, Amerov l'a vécu de l'intérieur pendant 30 ans. Étudier les expériences de mort imminente, s'intéresser à la question de la survie de la conscience, poser sérieusement la question de ce que les données sur le cerveau mourant signifient, tout cela attire des regards soupçonneux dans les corridors académiques. C'est associé dans l'imaginaire scientifique à la pseudoscience, au paranormal, au charlatan. Et cette association, souvent injuste, crée une pression au silence. Des chercheurs sérieux s'autocensurent. Des questions légitimes restent non posées. Des données importantes sont recueillies discrètement. Et le grand public croit que la science a répondu à cette question alors qu'elle commence seulement à l'aborder de façon rigoureuse. Nous sommes au dernier acte de ce voyage. Et comme dans le voyage sur le temps, c'est ici que les équations rencontrent la vie, la tienne. Si la science ne sait pas ce qui arrive à ta conscience à la mort, si l'incertitude est réelle, massive et honnête, alors comment habites-tu cette incertitude? C'est une question qui n'est pas théorique. Tu mourras. Les personnes que tu aimes mourront. Tu as peut-être déjà perdu quelqu'un. Et dans ce deuil, dans cette terreur parfois, dans cette question que tu t'es posée dans l'obscurité, à des heures où le rationnel sommeille, qu'est-ce que vraiment mourir signifie? Tu mérites une réponse honnête, pas une réponse facile. Une réponse honnête. Et l'honnêteté, ce soir, dit ceci. Nous ne savons pas. Et ne pas savoir est beaucoup plus riche que de faussement savoir. Pense à ce que l'étude de Zemar dit réellement. Un être humain, dans les instants qui suivent la mort clinique, produit une activité cérébrale qui ressemble à ce qui se passe pendant la mémoire, la perception consciente et les états de conscience intensifiés. Si ce signal reflète quelque chose d'expérientiel, et nous ne savons pas s'il le fait, alors les instants qui suivent la mort ne sont pas nécessairement un effacement dans le vide. Ils pourraient être quelque chose d'autre, quelque chose d'actif, quelque chose d'intense. Pas une preuve du paradis, pas une garantie de survie. Mais l'observation que la transition vers la mort, au niveau cérébral, n'est pas la simple extinction que nous supposions. Quelque chose se passe, et cette chose ressemble à de la conscience. Jusqu'à nouvel ordre, la science ne peut pas dire ce que c'est, mais elle ne peut plus dire que ce n'est rien. Il y a quelque chose d'important dans la façon dont nous pensons à la mort de ceux que nous avons aimés. Nous tendons à imaginer la mort comme une extinction soudaine et totale, une lumière qui s'éteint, un interrupteur basculé. Et cette image, aussi intuitive soit-elle, n'est pas ce que les données montrent. Les données montrent un processus actif, intense, complexe, quelque chose qui dure des secondes, peut-être plus longtemps dans des conditions différentes, et qui implique des régions du cerveau liées à la mémoire, à la perception, à l'identité. Ce que la personne que tu as perdue a traversé à cet instant, si elle a traversé quelque chose, n'était peut-être pas le rien que tu imagines. C'est un fait neuroscientifique, pas une consolation religieuse. Et les deux choses ne s'excluent pas toujours. Il y a une autre façon d'habiter cette incertitude. Si nous ne savons pas ce que la mort efface, peut-être pouvons-nous réfléchir à ce que la vie construit. Les relations que tu as formées avec les autres personnes, les structures neuronales que leur présence ont créées dans ton cerveau, les façons dont ton existence a modifié les cerveaux et les vies d'autres personnes, tout cela n'est pas effacé par ta mort. Tu continues, d'une certaine façon, dans les circuits neuronaux de ceux qui t'ont aimé.
dans les habitudes qu'ils ont formées en interaction avec toi, dans les enfants qui portent une partie de ta façon de rire, de penser, de voir le monde. La biologie et la neuroscience s'accordent là-dessus sans aucune ambiguïté. Quelque chose de toi persiste, distribué dans d'autres cerveaux, dans d'autres vies. Ce n'est pas immortalité, mais ce n'est pas non plus rien. Les expériences de mort imminente, indépendamment de ce qu'elles prouvent sur la survie de la conscience, ont quelque chose d'extraordinaire à nous apprendre sur la vie. Les personnes qui les traversent reviennent presque universellement transformées. Moins peur de la mort, plus orientées vers les relations et l'amour que vers les biens matériels et le statut social. Plus présentes à l'instant, moins prisonnières du passé et de l'anxiété sur le futur. Moins compétitives, plus compatissantes. Ces transformations sont documentées, stables dans le temps et remarquablement cohérentes à travers les cultures et les individus. Quelque chose dans cette expérience, quelle que soit sa nature ultime, réorganise les priorités humaines d'une façon que 30 ans de développement personnel rarement atteignent. Ce fait-là, lui, ne dépend pas de ce que l'expérience prouve ou ne prouve pas. Nous ne savons pas ce que la conscience est. Nous ne savons pas ce qu'elle devient à la mort. Nous savons qu'un processus extraordinaire se produit dans le cerveau à cet instant. Nous savons que des millions de personnes rapportent des expériences cohérentes à la frontière de la mort. Nous savons que nos théories de la conscience sont insuffisantes. Nous savons que la physique quantique a profondément modifié notre conception de la localisation et de la destruction de l'information. Et nous savons que l'incertitude vraie, admise, explorée avec rigueur, est parfois plus proche de la vérité que la certitude confortable. Le voyageur cosmique ne te promet pas de réponse. Il te promet seulement de poser les vraies questions et d'aller là où elles mènent, même quand c'est vertigineux, surtout quand c'est vertigineux. Laisse-moi te laisser avec une image. Dans les instants qui ont suivi l'arrêt cardiaque de ce patient de 87 ans, au mois de décembre, dans une salle d'hôpital quelque part en Amérique du Nord, alors que les médecins allaient conclure à la mort clinique, quelque chose s'est produit dans son cerveau. Des ondes d'une fréquence et d'une amplitude extraordinaires ont parcouru les régions de la mémoire, de la perception, de la conscience de soi. Quelque chose que son cerveau n'avait jamais fait pendant sa vie. Un final électrique, intense, coordonné. Bref, nous ne saurons jamais ce qu'il a vécu. Peut-être rien, peut-être tout, peut-être quelque chose pour lequel nous n'avons pas encore de mots. Mais cet homme-là, dans ces derniers instants, n'est pas simplement passé dans le noir. Son cerveau a fait quelque chose, et ce quelque chose mérite d'être compris. Et cela aussi mérite d'être dit. La science qui étudie ces questions ne le fait pas pour valider des croyances religieuses. Elle ne le fait pas non plus pour les détruire. Elle le fait parce que la conscience est le phénomène le plus fondamental qui soit, le seul endroit depuis lequel toute science est faite, et que nous ne la comprenons pas. Et que ne pas comprendre la chose la plus importante que nous connaissons est un problème. Un vrai problème. Pas seulement philosophique, pas seulement existentiel. Un problème scientifique urgent, dont la résolution pourrait changer la médecine, l'éthique, la façon dont nous comprenons ce qu'est un être humain. Zemar, Parnia, Borjigin, Tononi, Penrose, Hameroff, Chalmers, des noms différents, des disciplines différentes, des méthodes différentes, mais une même frontière et une même question. Qu'est-ce que cette chose que tu appelles toi ? Si cette question t'habite, si après ce voyage quelque chose a changé dans la façon dont tu te rapportes à ta propre existence, à la mort, à la conscience, je t'invite à rester avec nous. Il y a d'autres voyages à faire, d'autres frontières où la physique, la biologie et la philosophie se regardent en face, où la certitude facile cède la place à la curiosité difficile, où l'inconfort d'ignorer devient plus honnête que le confort de croire savoir. Je suis le voyageur cosmique, et tant que tu es là, tu voyages aussi. Ce n'est pas rien. Quelques précisions pour ceux qui voudraient aller plus loin. L'étude d'Ajmal Zemar est publiée dans Frontiers in Aging Neuroscience 2022, sous le titre Neural Correlates of Near-Death Experiences in Surviving Cardiac Arrest Patients. L'étude de Jimo Borjigin sur les rats est publiée dans les Proceedings of the National Academy of Sciences 2013, sous le titre Surge of Neurophysiological Coherence and Connectivity in the Dying Brain. Le projet AWARE de Sam Parnia est publié dans Resuscitation 2014. La théorie EIT de Tononi est présentée dans de nombreuses publications depuis 2004,
dont un article accessible dans BMC Neuroscience. Les arguments de Penrose sont développés dans l'esprit, les ordinateurs et les lois de la physique, et dans les ombres de l'esprit. Le problème dur de la conscience est posé par Chalmers dans The Conscious Mind, 1996. Tout ce que nous avons dit ce soir est ancré dans ces sources. Le mystère, tu respirais quand tu as commencé ce voyage. Tu respires encore maintenant. Entre les deux, quelque chose a peut-être changé dans la façon dont tu tiens cette respiration, dans la façon dont tu tiens ta propre existence. Ce n'est pas de la philosophie de salon. C'est la frontière la plus réelle que la science ait jamais approchée. Et tu y es allé, ce soir, avec nous. Bonne nuit. Et souviens-toi, il y a eu une mesure. Et dans cette mesure, quelque chose que nous ne comprenons pas encore s'est montré. Quelque chose qui ressemble à de la conscience. Quelque chose qui ressemble à toi.